Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir David Dana. David Dana est avocat au barreau de Paris. Il a fondé un cabinet dédié aux contentieux complexes et sériels. Depuis 2008, il a développé une expertise particulière dans la gestion et la résolution des contentieux liés aux prêts en devises étrangères, notamment en francs suisses, accordés par les banques françaises ou internationales. Grâce à cette expertise, le cabinet est à même de défendre les intérêts des clients en leur proposant les solutions juridiques les plus adaptées. Maître David Dana, je vous donne la parole pour vous présenter et je vais ensuite vous poser quelques questions. Oui, bonjour David. Alors, effectivement, le cabinet a comme domaine d'expertise le contentieux des prêts en francs suisses qui connaît une évolution jurisprudentielle très importante depuis quelques années. Et cette évolution est tout à fait favorable aux emprunteurs et c'est l'objet de cette réunion. On va pouvoir développer les principales avancées de cette jurisprudence favorable aux emprunteurs de prêts en francs suisses. Parfait. Eh bien, commençons avec la première question. Pourquoi, à l'origine, les prêts en francs suisses ont-ils été proposés aux emprunteurs? Quels étaient les avantages perçus? Alors, initialement, l'avantage mis en avant était que les taux d'intérêt étaient plus intéressants que les taux d'intérêt de prêts en euros. Les clients pensaient évidemment aux avantages qui étaient mis en avant et n'ont pas vu les inconvénients car les banques n'ont pas suffisamment appuyé sur les risques et les dangers des prêts en francs suisses. Ils ont présenté les avantages et pas les inconvénients. L'avantage, c'était le taux d'intérêt. L'inconvénient, c'était le risque de perte de change. Voilà le caractère déséquilibré du contrat et l'asymétrie de l'information qui a été communiquée par la banque aux clients, aux emprunteurs. Pouvez-vous nous expliquer brièvement l'impact des crises financières de 2007 à 2010 sur la situation des prêts en francs suisses? Oui, alors l'impact des crises financières est tout à fait considérable puisque l'euro a été introduit le 1er janvier 2002 dans la zone euro. Puis, dès 2007, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis qui est arrivée en Europe et qui a débouché sur la crise du 15 septembre 2008, la crise Lehman Brothers, la faillite de la banque américaine. Et cette crise financière en Europe, évidemment, a eu des effets sur le cours de l'euro. Il y a eu les politiques de la Banque centrale européenne qui ont eu des effets sur la valorisation de la monnaie européenne. Et ces plans de sauvetage des banques, notamment, ont eu des conséquences financières assez importantes. Et cette crise a conduit à la crise de l'euro. Crise de l'euro qui est survenue à partir de 2010 et qui a vu l'euro baisser par rapport aux autres devises, notamment par rapport au franc suisse. Et l'euro, finalement, a baissé de 75% entre octobre 2007 et aujourd'hui. Donc, on est toujours dans la crise de l'euro. L'euro a perdu 75% de sa valeur. Et les banques, lorsqu'elles ont proposé à leurs clients d'emprunter en francs suisses pour acheter des biens immobiliers en euros en France, évidemment, n'ont pas suffisamment informé les emprunteurs du risque qui pesait sur l'euro. Lorsqu'on finance un actif immobilier qui, lui, est en euros, avec un prêt en francs suisses, on est, le produit, le mécanisme financier du prêt repose sur l'euro. Donc, un euro qui baisse, évidemment, ça avait des incidences et c'est ce défaut d'information qui est reproché aux banques. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur le fonctionnement des prêts en francs suisses? Oui, alors les prêts en francs suisses fonctionnent de manière très simple. Vous avez un bien immobilier qui, que l'emprunteur souhaite acheter. Il va être financé au moyen de ce crédit immobilier en francs suisses qui va être d'un montant équivalent en francs suisses au montant en euros nécessaire au financement du prix d'acquisition. Une contre-valeur en francs suisses, finalement, elle est valable au jour
de la demande de prêt, mais évidemment, sur une durée de prêt de 25 ans, le montant en francs suisses ne va plus correspondre au montant en euros. Le capital franc suisse équivaut à un capital euro à un moment donné, mais après, évidemment, en fonction de l'évolution du cours euro-CHF, il va y avoir une évolution totalement distincte des contre-valeurs. Le fonctionnement, c'est un tirage en euros. C'est très important de comprendre que les prêts immobiliers en francs suisses sont débloqués en euros, puisque l'acquisition immobilière est faite en euros. Donc l'emprunteur ne reçoit que des euros de la part des banques. Il ne reçoit jamais de francs suisses. La plupart du temps, les fonds sont convertis au moment de la mise à disposition au notaire des fonds empruntés. Donc l'emprunteur reçoit des euros, le notaire, qui vont être investis dans le bien immobilier financé. Et puis, malheureusement, l'emprunteur va devoir rembourser la contre-valeur en francs suisses de ce capital débloqué en euros, ce qui va évidemment provoquer un transfert du risque de change sur l'emprunteur et des conséquences financières qui peuvent être tout à fait significatives et préjudiciables à l'emprunteur. Voilà, le fonctionnement est assez complexe. Prêt en francs suisses tiré en euros, remboursable en francs suisses, et c'est cette complexité qui doit être indiquée suffisamment clairement à l'emprunteur avant qu'il ne s'engage. Quelle est la différence entre un emprunteur frontalier et un non frontalier en termes de risques juridiques et de droits concernant les prêts en francs suisses? Alors, c'est une bonne question, mais il n'y a pas de différence. Les frontaliers et les non-frontaliers sont exposés au même risque dès lors que l'acquisition se réalise dans la devise nationale, l'euro, celle du bien immobilier financé. Les deux cas sont similaires et doivent être traités de la même manière par les tribunaux. Quelles sont les clauses abusives typiques dans les contrats de prêt en francs suisses et en quoi sont-elles problématiques? Alors, les clauses abusives sont des clauses qui portent sur l'objet du contrat, c'est-à-dire sur le montant du prêt, sur le mode de remboursement et les clauses qui sont relatives au risque de change. La plupart des contrats contiennent des clauses relatives au risque de change, c'est qui sont censés informer l'emprunteur du risque et de ses conséquences, sauf que les tribunaux, et notamment la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne, ont dit que pour qu'une clause soit claire, il faut que l'emprunteur reçoive un tableau avec des simulations, des exemples chiffrés de pertes de change potentielles pouvant être subies pendant toute la durée du contrat en cas d'évolution défavorable du cours euro-CHF. Donc un tableau, des exemples bien clairs, chiffrés, avec une première hypothèse. Imaginons une variation du cours de 10% ou de 20%, puis de 30%, 40%, et montrer à l'emprunteur ce que représenterait pour lui le surcoût financier de cette évolution du cours. Si, par exemple, on lui indique qu'il pourrait perdre 150 000 euros ou 200 000 euros en cas de variation significative du cours, ça peut être considéré comme une information claire. Toutes les clauses qui parlent du risque de change d'un prêt en francs suisses, mais qui ne donnent pas d'exemple chiffré, finalement, sont abusives selon les critères d'exigence de transparence posés par la Cour européenne. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de la façon dont les fluctuations du taux de change ont pu impacter un emprunteur de manière significative? Oui, il suffit de prendre un prêt d'un montant assez banal. Imaginons un prêt de 500 000 francs suisses souscrit en 2007 lorsque l'euro était au plus haut, ce qui signifie que la contre-valeur en euros était aux environs de 350 000 euros, un prêt d'un montant de 500 000 francs suisses.
Imaginons un remboursement sur 25 ans, durée d'un prêt de 25 ans. Finalement, pendant cette durée, l'euro va chuter pour atteindre la parité avec le franc suisse. Et on aurait finalement l'emprunteur qui aurait à rembourser non pas 350 000 euros qui était la contre-valeur initiale, mais 500 000 euros, puisque l'euro atteindrait le même cours que le franc suisse. Donc la perte de change serait de 150 000 euros sur la durée d'un prêt. Il faut bien comprendre que la perte de change est déplafonnée, est illimitée. C'est le risque principal de ce type de prêt, c'est ce sont des prêts qui sont indexés sur l'évolution du taux de change et ce cours de devise entre l'euro et le franc suisse n'est pas régulé. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'autorité de régulation, contrairement à d'autres produits financiers. Là, le marché des devises, le marché des changes, c'est un marché totalement libre qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui répond à l'offre et la demande. Il peut avoir des vendeurs de devises dans un pays et des acheteurs de devises dans un autre, et c'est en fonction de l'offre et la demande que le cours se régule automatiquement. Mais en cas de décision macroéconomique importante, comme ça a été le cas lorsque la Banque nationale suisse a abandonné le taux plancher le 15 janvier 2015, on a eu un crack sur le cours euro-CHF de 25%. Et donc, il n'y a aucune autorité pour le déréguler. Aujourd'hui, on est à 0,94 francs suisses pour un euro sur le marché des changes. Rien ne permet d'interdire de penser que on pourrait avoir un euro encore plus faible dans quelques années. Donc voilà, vous avez des situations qui peuvent être tout à fait préjudiciables. Le fait que le cours soit non régulé fait que le risque est totalement déplafonné, illimité. Et lorsqu'un emprunteur achète sa résidence principale, évidemment, il doit être suffisamment informé qu'il encourt un risque illimité de perte de change. C'est l'information cruciale qui doit être communiquée. La plupart du temps, les gens négocient le taux d'intérêt en mettant des plafonds. Ils veulent bien prendre un léger risque, mais ils veulent qu'il soit circonscrit, hein, avec un plancher, un plafond. On délimite le risque. La plupart du temps, n'importe quelle personne veut limiter son risque. Là, avec un prêt en francs suisse, le risque est totalement déplafonné, illimité. La perte est sans plafond, sans plancher. Voilà. Mais en tout cas, les chiffres annoncés sont colossaux, hein. C'est évident. Quel rôle joue la directive européenne sur les clauses abusives dans la défense des emprunteurs ayant des prêts en francs suisses? Alors, la directive européenne, celle de 1993, qui protège les consommateurs. Les consommateurs sont des personnes privées qui agissent justement pour des besoins privés et non professionnels. Un consommateur, c'est donc toute personne qui agit pour des besoins personnels, pour des besoins privés, exclusivement privés. La protection veut que le professionnel, qui lui est censé être informé de l'ensemble des risques auxquels s'expose le consommateur, l'informe suffisamment clairement de tous les dangers, de tous les risques, et à défaut, la sanction qui est prévue, c'est que le contrat contient des clauses abusives pourrait être tout simplement annulé, anéanti. D'abord, c'est les clauses en elles-mêmes qui vont être supprimées, qui vont être rayées du contrat, qui vont être réputées non écrites. Et puis ici, il s'agit de clauses essentielles. C'est la totalité du contrat qui va succomber. Donc, cette directive européenne est extrêmement favorable aux consommateurs. Depuis 1993, la Cour européenne, enrichie par des jurisprudences de manière assez régulière, la position du consommateur, l'interprétation de la directive. Et aujourd'hui, depuis
2, 3 ans, on a des jurisprudences européennes très, très favorables aux emprunteurs, expliquant que un prêt en francs suisses doit donner des informations précises à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier, le tirage en euros du prêt, le risque de change qui est associé, et les conséquences doivent pouvoir être évaluées concrètement. C'est-à-dire que l'emprunteur, toujours par des simulations chiffrées, des exemples, doit pouvoir comprendre les pertes potentielles qui seraient associées à ce contrat. Voilà l'objet de la directive européenne telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne et qui est transposée dans tous les droits internes des pays de l'Union européenne, notamment. Alors, mettons-nous à présent dans la peau d'un propriétaire qui souhaite vendre son bien immobilier. En quoi la vente d'un bien financé par un prêt en francs suisses est-elle compliquée par la fluctuation des taux? Voilà, ça c'est un cas qui est extrêmement commun. On a un emprunteur qui a acheté un bien immobilier, qui décide, au bout de 7 ans, 8 ans, 10 ans, de le vendre et donc de rembourser par anticipation le capital restant dû. Le problème, c'est que c'est un capital en francs suisses et doit être remboursé en totalité à la vente du bien. Et le produit de la vente, ça va être des euros. Le prix d'un bien immobilier en France est en euros et quand il va être vendu, évidemment, l'acquéreur va verser des euros et le vendeur va recevoir des euros. Et donc, il va devoir rembourser son prêt en francs suisses avec des euros. Il va y avoir une opération de change qui va se réaliser au taux de change du jour, qui peut être évidemment défavorable par rapport au taux de change initial au jour de l'acquisition du bien financé. Donc la perte de change peut être, c'est à ce moment-là que l'emprunteur va prendre conscience de la perte de change, des conséquences, et qu'il va devoir payer, acheter des francs suisses en vendant des euros au taux de change du jour et subir une perte de change. La vente va cristalliser la perte de change et tant que l'emprunteur, notamment frontalier, l'emprunteur frontalier travaille en Suisse et rembourse en francs suisses les échéances, il ne se rend pas compte du problème, puisqu'il n'y a pas d'opération de change lors des échéances de remboursement. Il se doute bien que finalement, la chute de l'euro a des effets sur le coût de revient de l'opération, de l'acquisition immobilière. On voit bien que le prix d'achat est finalement indexé sur le franc suisse. Plus le franc suisse augmente, plus le coût d'achat augmente. Mais il ne va pas s'en rendre compte vraiment lors du paiement de chaque échéance. Mais à la vente du bien, là, il va bien s'en rendre compte puisqu'il va avoir un capital en francs suisses, remboursable en euros. Et là, il va s'apercevoir que la contre-valeur en euros du capital parfois excède euh, le montant du capital en euros qui a été mis à la disposition de l'emprunteur le jour de l'acquisition. Donc, il va bien se rendre compte à ce moment-là du problème. Parlons à présent des récentes décisions de justice qui concernent les prêts en francs suisses. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ces décisions? Alors, les principales décisions récentes concernent la prescription. D'abord, on sait qu'on peut agir à tout moment, sans limite de temps. Même lorsque le prêt est entièrement remboursé, l'emprunteur peut agir. C'est très important de noter cela. Il n'y a pas de délai de prescription sur l'action en constatation du caractère abusif des clauses. Sur l'action en restitution, il y a un délai de prescription, mais qui est aligné sur l'action en constatation, ce qui permet, pour faire simple, d'agir à tout moment, y compris sur des anciens prêts. Ça, c'est la première chose. La deuxième évolution considérable, c'est sur la notion de consommateur. On a des décisions récentes qui disent que toute personne
y compris ceux qui travaillent dans une banque, qui commercialisent des prêts en francs suisses, et donc qui ont une expertise sur le mécanisme financier de ce type de prêt, sont des consommateurs pouvant agir sur le fondement du droit des clauses abusives dès lors qu'ils ont agi, qu'ils ont emprunté pour des besoins privés, c'est-à-dire pour leur résidence, pour l'achat de leur résidence principale ou secondaire. Donc, même pour un investissement locatif, s'il y en a un ou deux, euh, on peut être considéré comme des consommateurs. Donc, une évolution jurisprudentielle très favorable. Finalement, tout le monde peut être considéré comme des consommateurs, sauf les professionnels. Première évolution. Deuxième évolution, on a le mécanisme financier. On nous explique bien que lorsque le prêt est tiré en euros, l'emprunteur pense que c'est un prêt en francs suisses, mais en réalité, il s'agit d'un prêt en euros remboursable en francs suisses. Une décision récente qui explique bien comment la banque convertit le prêt en euros au moment de la mise à disposition des fonds. Voilà les principales décisions récentes. Et puis, on a cette décision de juin 2021 qui a également posé un certain nombre de principes sur le contexte économique lorsque le prêt a été conclu au moment de la crise de l'euro ou au moment de la crise des subprimes. Évidemment, ce contexte est tout à fait singulier et la banque aurait dû prévenir l'emprunteur du contexte. C'est pas pareil d'emprunter en francs suisses pour acheter un bien en euros lorsque l'euro est stable, lorsqu'il ne l'est pas, évidemment, il faut l'indiquer de manière spécifique. Hein. On ne peut pas agir comme si les crises n'existent pas. Donc, le décision de juin 2021 a bien insisté sur le contexte économique qui doit être communiqué à l'emprunteur parce que, évidemment, ça augmente le risque. Voilà. Donc, les décisions sont bonnes, l'évolution, la tendance de l'évolution jurisprudentielle est excellente, très favorable aux consommateurs, très favorable aux emprunteurs. Et donc, les banques, finalement, désormais, depuis 2013, sont obligés d'informer très convenablement les emprunteurs du risque, des emprunteurs frontaliers, du risque et de ses conséquences. Donc, c'est surtout les prêts qui ont été conclus entre 2000 et 2013 qui sont litigieux et cette jurisprudence vient à la rescousse des emprunteurs qui n'étaient pas encore protégés par la loi, pas encore protégés par les recommandations émises par la Banque de France. Il y a eu un vide juridique pendant une dizaine d'années et la jurisprudence vient protéger l'emprunteur sur cette période particulière. Quel type de stratégie contentieuse est conseillée pour les emprunteurs qui veulent contester leur prêt en francs suisses? Alors, il n'y a pas véritablement de stratégie. Il faut malheureusement assigner la banque, il faut saisir la justice et puis il faut demander au juge, au tribunal, de vérifier si les clauses du contrat, les conditions générales, les conditions particulières sont claires et compréhensibles selon les critères posés par la Cour européenne. C'est au tribunal de faire cette analyse, ce contrôle de l'abus. Donc, l'emprunteur, par l'intermédiaire d'un avocat, soumet au juge son contrat et une décision de justice sera rendue. Euh, voilà, il n'y a pas de stratégie particulière. Il n'y a pas aujourd'hui, compte tenu des politiques des directions juridiques, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de négociation amiable avec les banques. On est contraint de saisir directement la justice. Voilà. Quelle est la différence fondamentale entre les prêts souscrits avant 2012 et ceux souscrits après? J'aimerais revenir sur ce point. Oui, c'est fondamental. Avant 2012, donc, pas de protection. Depuis 2012, il y a eu des lois, il y a eu une loi. Alors, 2012, c'est la recommandation de la Banque de France qui impose des pratiques, des bonnes conduites aux banques.
avec des sanctions administratives. Donc, ça a déjà eu pour effet de faire modifier les documentations contractuelles par les banques. Puis, en 2013, il y a eu une loi qui est venue interdire les prêts en francs suisses aux personnes n'ayant aucun lien avec la Suisse. Les prêts en devises aujourd'hui ne peuvent être souscrits que par ceux qui travaillent en région frontalière et qui ont des revenus dans la devise du prêt ou qui ont un patrimoine immobilier dans cette même devise. Donc, pour faire simple, seuls les frontaliers peuvent aujourd'hui, enfin, peuvent depuis 2013, emprunter en francs suisses. Mais le législateur a posé une condition, c'est que l'emprunteur frontalier doit être informé du risque de change auquel il est exposé. On a des dispositions réglementaires très précises avec une notice d'information qui doit communiquer les fameuses simulations chiffrées, des exemples, des tableaux, et c'est la loi qui l'impose. Voilà. Donc, évidemment, après 2013, la banque qui n'a pas respecté cette obligation d'information tombe sous le coup de la loi, il y a des sanctions administratives. Une banque ayant violé la loi encourt une sanction de 300 000 euros par infraction. Et ça, c'est sans compter la sanction judiciaire qui peut être prononcée par le juge. Donc, on a une sanction administrative, puis des recours judiciaires. Avant l'entrée en vigueur de la loi, il n'y avait rien. Et donc, on a cette directive européenne de 93 et la jurisprudence sur les clauses abusives. Si on obtient gain de cause sur le plan du règlement judiciaire, que peut-on attendre en termes de gains? Alors, si on obtient gain de cause sur le fondement des clauses abusives, c'est la totalité du contrat qui va être anéantie, qui va être annulée. Et donc, il va y avoir une remise en l'état initial des parties. Chaque partie va devoir restituer à l'autre ce qu'elle a reçu initialement. Donc, l'emprunteur va devoir restituer la somme en euros reçue le jour de la réalisation du prêt et l'emprunteur va devoir restituer à la banque cette somme-là et la banque va devoir restituer à l'emprunteur toutes les sommes qu'il a reçues, qu'il a versées, que la banque a reçues. Euh, donc, l'emprunteur a versé pendant la durée du prêt des sommes en francs suisses. Elles vont devoir être converties au taux de change du jour du paiement en euros. Et la somme globale de ces sommes versées va se compenser avec la somme en euros reçue de l'emprunteur. Donc voilà, la restitution réciproque des sommes. L'emprunteur restitue la somme qu'il a reçue et les banques restituent les sommes reçues. Compensation à hauteur du capital en euros versé à l'emprunteur. Et puis, toutes les sommes versées par l'emprunteur au-delà de ce capital vont lui être restituées en numéraire au-delà du capital initial. Donc, c'est la restitution réciproque les restitutions réciproques qui sont ordonnées par les juridictions. J'ai obtenu ce matin encore une décision de justice en ce sens. Normalement, on doit avoir le remboursement des amortissements, des intérêts, mais également des primes d'assurance. Pas toujours le cas, mais il faut se battre là-dessus, parce qu'on a des décisions aussi qui disent que la restitution inclut les primes d'assurance emprunteur. Ce pas des montants très importants, mais c'est toujours cela. Et puis les frais, en cas d'hypothèque, les frais de constitution garantie. Voilà, c'est la totalité des sommes versées par l'emprunteur qui vont lui être restituées à hauteur du capital reçu en euros et puis restitution du trop perçu. Voilà, voilà les sanctions.
qui sont extrêmement importantes, une sanction pour la banque qui va être privée de sa rémunération, les intérêts. Une banque prête de l'argent pas gratuitement, elle le fait moyennant un taux d'intérêt. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Eh bien, la sanction qui va être imposée par la justice, c'est que parce que le professionnel a caché les dangers illimités de ce type de prêt, la banque n'aura pas le droit de gagner d'argent là-dessus, mais recevra quand même, récupérera quand même la somme qu'elle aura prêtée en euros à l'emprunteur. C'est une sanction lourde, mais ce qui ne va pas jusqu'à priver la banque du capital qu'elle a prêté à l'emprunteur. Voilà. Maître David Dana, merci beaucoup pour cet état des lieux des emprunts et de l'annulation des prêts en francs suisses. Je rappelle que qu'on peut vous joindre sur le lien que nous mettrons en commentaire et que vous verrez donc à l'écran, que vous voyez à l'écran. C'est très bien. Merci Voilà. beaucoup, David. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.